à toutes et à tous, soyez les bienvenus à notre nouvelle rencontre à la Braise Marketing Academy. Merci aussi pour votre fidélité, vous êtes plus de 250 à nous suivre ce matin. On est ravis pour cette dernière de la saison. Alors comme vous le savez, la Braise Marketing Academy, c'est le réseau à destination des professionnels du marketing et de la communication, un réseau qui est porté par Produits en Bretagne, mais qui est ouvert à tout le monde, membres et non membres de l'association. Alors, pour cette dernière de l'année, on se retrouve dans un endroit qui est très agréable, très sympathique, puisque nous sommes à la boutique de la chocolaterie Grain de Sel à Morlaix. On les remercie d'ailleurs pour leur accueil. Et ce n'est pas un hasard si on se trouve ici, c'est que cette boutique répond pleinement à notre thématique de ce jour, qui est le Figital. Alors, le Figital, qu'est-ce que c'est finalement ? Si on comprend que c'est la contraction du mot physique et digital, finalement, quelle définition est-ce qu'on peut lui donner? Quel est l'intérêt pour les entreprises de développer le Figital? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ce matin avec nos 4 intervenants. Alors, le Figital, ce matin, on va l'aborder à la fois sous l'angle du retail, avec Maxence Disler, qui est président et fondateur d'Improvise, et qui va nous parler donc des enjeux du Figital, des enjeux du commerce alternatif et Figital. On poursuivra avec Stéphane Gaillard, qui est directeur marketing chez Grain de Sel et qui nous fera justement découvrir la boutique Grain de Sel et la digitalisation de la boutique Grain de Sel. Puis on abordera également le Figital sous l'angle de la communication avec Jean-Baptiste de Belair, qui est président et fondateur de Steeple, qui nous en parlera. Et notre dernier intervenant sera Geoffrey Lebrise, qui est manager chez Nestorimo. Nestorimo, qui est la branche digitale du groupe Trecobat. Ils ont développé une solution à destination de leurs clients pour les accompagner dans leur parcours client pour les personnes qui ont des projets de construction de la maison. Voilà le programme de ce matin. Démarrons dès à présent. Je vais rejoindre notre premier intervenant, Maxence Disler. Alors Maxence, bonjour. Bonjour Ronan, bonjour à tous. Tu es Maxence, le président et fondateur de l'entreprise Improvise, que tu as créée, je crois, il y a plus d'une dizaine d'années. Absolument. Et depuis plus d'une dizaine d'années, tu te passionnes sur le sujet justement du Figital. C'est vrai. Et donc ce matin, tu vas nous parler du Figital. Et est-ce que tu peux justement nous dire quelle est la valeur ajoutée du Figital ? Écoute, avec grand plaisir, oui, avec très grand plaisir. Alors c'est surtout le retail physique, le commerce physique qui me passionne. Alors il faut savoir que moi je viens dans une ancienne vie du e-commerce, mais je suis tombé dans la marmite du commerce physique. Le mot Figital, savoir qu'il est à la mode, et comme tout mot un petit peu à la mode, comme le cloud et comme l'IA, aujourd'hui il a été un petit peu détourné, il est utilisé un petit peu à toutes les sauces, donc c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de définition du Figital dans le Larousse, ni sur Wikipédia d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de clarifier un petit peu le sujet aujourd'hui tous ensemble. Et l'un des sujets que le traite en premier le Figital, ça va être de traiter les mètres carrés. Alors, sur le sujet du commerce physique, historiquement et encore aujourd'hui, un commerçant, il est d'une certaine manière emprisonné, il est contraint par les mètres carrés qu'il dispose. C'est-à-dire que les murs, on ne peut pas les pousser. Une fois qu'ils sont là, ils sont là. Et c'est les stocks, c'est pareil. Si je veux commander un jacuzzi à 12 000 € qui fait 9 mètres carrés, peut-être que ça ne va pas passer par la porte. Et donc, ces contraintes du commerce physique, elles n'existent pas en ligne. Ce qui d'ailleurs fait que les commerçants en ligne se sont différenciés du commerce physique en permettant de vendre des produits qu'on ne pouvait pas forcément vendre dans le commerce physique. Alors je vais commencer par vous raconter un petit peu l'histoire qui m'est arrivée il y a 15 ans, puisqu'au final, ce qui m'a amené à avoir cette réflexion-là depuis 15 ans, un passionné pour le commerce physique, je devais acheter des équipements de musique pour un ami, parce que c'était son anniversaire, c'était un cadeau groupé qu'on devait faire, et je ne suis pas musicien. Alors ça tombe sur moi, donc évidemment je vais tout de suite dans un magasin, parce qu'aller sur internet, je ne saurais même pas quoi chercher, et d'ailleurs si j'achète quelque chose, je suis à peu près sûr de me tromper, vu que je n'ai pas la compétence d'être musicien. Donc je vais dans un magasin, je discute avec un vendeur, c'était un jeudi après-midi, il n'y avait pas trop de monde, c'était un très grand magasin de musique, Milonga ça s'appelait.
Et ce vendeur, je lui explique un petit peu notre projet, ce qu'on a besoin. On fait quelques rayons et au bout de 5-10 minutes, on ne trouve rien. Je suis ce qu'on appelle le client bredouille. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais ça, je pense que ça nous arrive tous. Et naïvement, je lui pose la question toujours un peu piège pour un vendeur, vu que je ne suis pas musicien, je ne connais pas les magasins de musique. Je lui dis, est-ce que vous pouvez m'orienter vers un magasin? Où est-ce que je peux aller? Donc là, je le vois clairement gêné. C'est toujours un peu la question, c'est la question auquel, qu'est-ce qu'on répond quand on est vendeur et quand on n'a rien à vendre? Et là, il a fait quelque chose d'assez étonnant. Il m'a emmené à l'entrée de son magasin, il a retourné sa caisse. Clavier souris, on a passé 45 minutes sur Internet, sur des sites de pure player, donc de d'e-commerçants de musique. Et donc, on a passé 45 minutes à regarder des produits qu'il n'y avait pas dans son magasin et au final à me vendre des produits de ses propres concurrents. Mais d'une certaine manière, est-ce qu'il a mal fait? Parce qu'au final, le vendeur, n'ayant rien à me vendre, il a cherché à créer du relationnel avec moi, de la sympathie, parce que tout simplement, il s'est dit, le jour où il a besoin de quelque chose, au moins il reviendra, plutôt que de me donner l'adresse directement de ses concurrents. Et c'est à ce problème-là en fait que je me suis confronté, parce que je me dis c'est quand même fou, qu'est-ce qui bug dans l'histoire? Est-ce que c'est le vendeur qui bug ou est-ce que c'est autre chose? Et je me suis convaincu ce jour-là que le problème venait du commerce physique, du modèle économique du commerce qui était enfermé dans des stocks et des mètres carrés. Et si à un moment donné tu n'es pas capable d'avoir une offre d'un positionnement spécialiste, parce que là c'est un magasin de musique, il est censé être spécialiste de la musique. Or, il n'a que les produits qu'il ne peut avoir dans son magasin, donc il ne peut pas être spécialiste. Donc c'est très paradoxal, ce que font les pure players du coup en ligne. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis passionné pour le commerce physique. Et je fais ça depuis 15 ans, c'est-à-dire que je cherche partout en Europe et dans le monde. Je suis à la chasse à tous les moyens qui peuvent permettre de résoudre ces problèmes-là du commerce physique, c'est-à-dire ne plus dépendre des mètres carrés et des stocks et procurer une expérience de commerce qui soit adaptée au commerce physique. D'ailleurs, je diffuse mes recherches, mais aussi les trouvailles que je peux faire au travers d'un store tour que je fais en ligne tous les mois, qui est gratuit entre midi et 2, tous les premiers du 8 chaque mois. Et voilà, vous voyez quelques extraits. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas, c'est tous les premiers jeudis de chaque mois, parce que c'est très compliqué en fait de faire de la veille sur le digital. Il n'y a pas de bouquin. Il n'y a pas de bouquin sur le digital in-store, sur les bonnes pratiques, sur ce paradigme-là. Et si vous cherchez sur Internet, vous avez très forte chance de tomber sur des articles rédigés par des agences de presse, des agences de com, des éditeurs. Et forcément, c'est toujours très beau. Ça marche toujours très bien. Et on se rend compte que quand on va en magasin, c'est toujours très différent. C'est toujours très différent. Et donc je passe effectivement une grosse partie de mon temps avec des caméras cachées dans mes lunettes, à filmer, à observer, à analyser. D'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai fait dans ce magasin-là il y a quelques mois. Et donc, l'un des premiers fléaux du retail dont on va parler, c'est cette problématique de clients bredouilles. Je me suis retrouvé un jour dans ce magasin qui s'appelle Famille Flora. Et donc, Famille Flora, c'est un magasin qui fait 36 000 mètres carrés. C'est grand. C'est très très grand. Mais quand on compare l'offre qui est à l'intérieur de ce magasin par rapport à Mano Mano, en fait c'est tout petit. Et à l'intérieur de ce magasin, quel que soit le rayon dans lequel on passe, en fait il y a des trous dans la raquette partout. Les barbecues par exemple, il y en a peut-être une vingtaine. Voilà, sur Mano Mano, il y en a peut-être 800. Vous voyez la différence un petit peu. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller vers une course au magasin de plus en plus grand? Non, c'est clairement plus ça le combat. C'est plus ça le combat parce que même une jardinerie de 36 000 m² ne sait pas être un spécialiste de son marché. Parce que tout simplement, elle vend des produits encombrants, volumineux, et qu'on est sur une offre extrêmement large, diversifiée, pour être spécialiste de ça. Par contre, je me suis amusé à essayer d'estimer le nombre de clients bredouilles qui sortaient de ce magasin. Parce qu'au final, c'est un sujet qui n'est pas vraiment mesuré ni mesurable. C'est en mesure ce qu'on appelle le NPS, le Net Promoter Score, c'est le nombre de clients qui sont satisfaits d'un achat en magasin. Mais est-ce qu'on mesure ceux qui sont venus, qui sont déplacés pour rien? Regardez ici, je prends l'exemple de Michel, qui a 74 ans. Il est allé chez Gamme Vert, il cherchait un souffleur aspirateur broyeur. Et puis, il ne l'a pas trouvé en rayon. Il ne l'a pas trouvé en rayon, Michel. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé sur Mano Mano. Et en fait, indirectement, quand on va en magasin et qu'on se déplace pour rien, notre cerveau génère inconsciemment une hormone qui s'appelle la nociceptine, c'est l'hormone de la frustration. Et donc, notre cerveau, qui est un architecte du choix, de manière entièrement automatique, 3 mois plus tard, le jour où vous aurez besoin de quelque chose, votre cerveau, de manière inconsciente, va privilégier
Internet plutôt que le magasin parce que vous avez perdu votre temps en magasin une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, puis au bout d'un moment on finit par y aller de moins en moins souvent. Et ça c'est c'est un peu un cercle vicieux. Donc si les magasins physiques ne savent pas être capables de proposer des vrais positionnements spécialistes sans dépendre des mètres carrés et des stocks, et ben au final ça va faire les affaires d'un acteur qu'on connaît très bien et bien d'autres, hein, ça va être Amazon. Hein. Alors, Amazon n'a pas dit ça, Jeff Bezos n'a pas dit ça, c'est moi qui l'ai écrit, mais je pense qu'il le pense très fort. Hein. Les magasins traditionnels sont nos plus fidèles apporteurs d'affaires. Merci encore, bah oui. Et ils s'en rendent pas compte, hein, c'est ça le pire, les magasins, puisqu'ils n'ont aucun moyen de mesurer les clients qui sont venus et qui sont repartis sans rien parce qu'ils ont pas acheté. Et le taux de transformation ne permet pas de savoir ça non plus, parce que je suis venu chercher quelque chose, j'ai quand même acheté une petite bricole. Le taux de transfo, il est bon. Par contre, il ne permet pas de détecter que je n'ai pas trouvé mon souffleur, voilà. Aspirateur, broyeur, exactement. Donc ça, il faut le comprendre parce qu'en fait, cette problématique que moi j'appelle le cancer du retail va refaçonner entièrement la manière de faire du commerce physique dans les 10, 15, 20, 30 années qui vont venir, parce que le commerce physique évolue lentement, plus lentement que le commerce physique. Je vais montrer un bon exemple qui, cette fois-ci, n'est pas issu d'un commerce physique, mais d'un pur player, un e-commerçant, qui s'est dit tiens, je vais ouvrir des magasins parce qu'il y a ce qu'on appelle un plafond de verre sur Internet, les coûts d'acquisition explosent, donc on va chercher à faire de l'acquisition, mais dans le monde physique. Là, ici, on est chez un spécialiste du basketball qui a deux gros tracteurs dans son offre, hein, c'est la NBA, les produits de la NBA et les chaussures. On va juste regarder la NBA. Donc, la NBA, c'est 30 équipes de basketball. C'est 30 équipes de basketball, c'est 15 joueurs par équipe et chaque joueur a son maillot. Chaque maillot est décliné en 14 tailles, ça fait 10 000 RF. Comment on fait pour mettre ça en magasin? Tu rajoutes à ça les shorts, les chaussettes, les casquettes, les bracelets, tu as 60 000 RF rien que sur NBA. Sauf que c'est des maillots à 175, 200, 300 euros. Quand tu viens en magasin et que tu te déplaces pour acheter ton maillot Milwaukee 34 dans ta taille, et ben au final, si tu la trouves pas, là, la nociceptine, elle est très puissante. Et comment veux-tu te lutter contre Internet quand tu fais pas ça? Le seul moyen, c'est de faire du digital. Et c'est ce que fait cette enseigne. Mais ils le font comment? Ils pourraient le faire avec un QR code, avec un smartphone, avec un site web en magasin. Non, ils ont choisi de le faire avec une borne et avec une nouvelle technique. C'est ces systèmes de boutons qui sont autour de l'écran parce qu'il existe ce qu'on appelle le syndrome du paresseux. C'est-à-dire quand on va en magasin, on n'y va pas pour aller sur des écrans. On ne va pas en magasin pour aller sur des écrans. Le cerveau fonctionne comme ça. Et donc, en fait, c'est un effort à faire. Et s'il faut commencer à réfléchir, c'est foutu. C'est pour ça qu'ici, on a ces petits boutons qui sont autour de l'écran. Et ça va représenter les logos des équipes. Parce qu'au final, quand je suis dans le rayon de la NBA, je ne cherche pas des chaussures. Si je m'arrête là, c'est parce que je cherche un produit de la NBA. Et donc, on va avoir, par exemple, le petit logo des Chicago Bulls. Quand je clique dessus, je ne vais avoir que les produits des Chicago Bulls. Cette petite technique-là, ce qu'on appelle un nudge en neurosciences, en fait, c'est un coup de coude, c'est un moyen d'influencer un comportement. Ça va permettre d'augmenter d'à peu près fois 2000 le nombre d'utilisations de l'écran. Alors ça, c'est des nouvelles techniques, c'est un nouveau métier. Et en fait, le digital commerce, ce n'est pas un outil qu'on ajoute dans un point de vente, ce qu'on a longtemps cru. Hein. C'est un nouveau paradigme de commerce physique entier. C'est un nouveau business model. C'est une nouvelle manière de faire du commerce physique qui change radicalement la manière de faire du commerce physique. Concrètement, ça se présente comment Est-ce que tu as un exemple à nous donner? On a le produit, un bouton, comment ça se présente? Alors comment ça se présente? Ça va dépendre d'une enseigne à l'autre, du type de produit que tu vends. Là ici, en fait, tu vas avoir une borne interactive avec ces boutons, le logo de l'équipe. Je clique sur le bouton et là, j'arrive sur les articles des Chicago Bulls. Et donc, je vais voir tout de suite les articles qui viennent m'intéresser, vu que je suis géographiquement, spatialement, je suis dans ce rayon-là. Mais surtout, ce qu'on ne voit pas, c'est que la borne, pendant ce temps-là, elle est en train de prévenir les vendeurs. Parce qu'on ne fera jamais mieux qu'un vendeur pour vendre. Une machine ne fera jamais mieux qu'un vendeur humain, qu'un vrai humain pour vendre. Et donc la machine prévient les vendeurs, dit tiens, au rayon NBA, il y a un prospect chaud. Vas-y. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est comme ça que ça se présente, de manière à tout simplement augmenter ses chances de pouvoir vendre. Voilà. Et ça, du coup, c'est une bonne manière de faire du digital commerce sans avoir ce côté froid, minéral du digital, pour lequel d'ailleurs on ne vient pas en magasin pour ça. Donc voilà pour cette partie-là, et juste un ou deux chiffres d'un exemple, encore une fois, d'un pure player, parce que étonnamment, c'est les pure players qui ouvrent des magasins qui s'en sortent le mieux aujourd'hui en termes de résultats. Je parle d'un acteur de la moto qui a ouvert un magasin de 200 mètres carrés.
Ils ont 300 000 références sur 200 mètres carrés. Tu sais combien de mètres carrés il faudrait pour faire rentrer les 300 000 refs? 60 000. Il faudrait 2 fois Famille Flora. 60 000 mètres carrés. Bah, évidemment, dans 200 mètres carrés, ça passe pas. Et cet acteur-là, ils font 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur des bornes. De produits qu'ils n'ont pas eu à stocker en magasin, qu'ils n'ont pas eu à manutentionner en magasin. Je parle du temps qu'il faut pour enlever du carton, mettre en rayon, étiqueter, mettre en inventaire. Tout ça, c'est un temps énorme et colossal en magasin qui ne produit aucune valeur ajoutée. C'est du temps de logistique, d'ailleurs qui est souvent fait par les vendeurs et qui en plus abîme la santé parce que c'est beaucoup de poids qu'on brasse toute la journée. Donc là, ils font 1 million sans loyer, sans stock, sans prendre de risques sur les stocks, sans manutention. Donc si tu veux, quand tu compares la marge brute générée entre ce pure player là qui a 200 mètres carrés et un pure player traditionnel de la moto, il y a une énorme différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je pense que l'avenir du retail, ça va être de s'abstraire complètement de cette prison des mètres carrés et des stocks et de pouvoir vendre sans forcément avoir ces contraintes-là. Et c'est tout l'enjeu. La question maintenant, c'est du coup, comment faire? Comment on peut passer à l'action? Parce que quand on n'a pas de livre, quand on n'a pas de mode d'emploi, ce que font les enseignes depuis 15 ans, 20 ans, c'est des tests. Voilà, on y va, test and learn, etc. On essaye d'apprendre au fur et à mesure. Il faut savoir qu'il y a déjà à peu près une quinzaine d'e-commerçants qui ont déjà passé le cap des 50 magasins. C'est quand même pas neutre, hein. Donc c'est vraiment un phénomène qui monte en puissance et qui s'accélère très fort. Comment font ceux qui ont réussi? Il y a des techniques à connaître, bien sûr, mais il y a aussi un aspect très puissant dans le digital il faut se rendre compte, c'est que c'est majoritairement un sujet humain. C'est comme le tennis, c'est pas parce que tu achètes la meilleure raquette de tennis au monde que tu vas devenir champion de tennis. C'est comme le e-commerce. C'est pas parce que tu achètes la meilleure techno au monde que tu mets 1 million d'euros sur la table. Si tu lèves les bras et que tu fais plus rien, ça va pas tourner tout seul. Il faut une équipe derrière avec des gens compétents qui savent faire du référencement sur les moteurs de recherche, de la com, des réseaux sociaux, etc. Le digital, c'est pareil et ça n'a rien à voir avec du e-commerce. Le référencement sur les moteurs de recherche, par exemple, n'existe pas dans le digital. Tous les codes sont différents. C'est souvent un piège dans lequel tombent les gens qui ouvrent des magasins digitalisés, c'est de se dire c'est comme du digital, mais qu'on met dans un point de vente. Au final, non, c'est radicalement différent. Mais ça, au final, ça s'apprend. Et donc, c'est un petit peu là, ce conseil, cette orientation que je donnerais, c'est ayez chez vous un pilote dans l'avion pour vous éviter de tomber dans des pièges comme celui-ci, par exemple. J'ai mis un site e-commerce en magasin, et en bas à droite, ce qu'on voit, c'est une fenêtre de chat. C'est une bonne pratique sur Internet d'avoir un chat avec un vrai humain, je parle. Parce qu'on est tout seul à la maison, c'est pratique de parler avec un vendeur. Mais si je suis en magasin sur une borne, est-ce que ça a du sens, d'après toi, de parler avec un chat? Non, on enlève toute la relation, oui. la relation client. On enlève surtout tout le rôle du vendeur. Et là, on vient, c'est même un contresens complet. Le vendeur sera toujours mieux placé qu'une fenêtre de chat. Et pire que ça, les gens qui voient ça, ils se disent non, je ne vais pas faire ça. Donc pour éviter de tomber dans ces pièges-là, regardez ici, c'est encore mieux, un site e-commerce. J'ai fait une visite dans un magasin et je suis tombé sur un site e-commerce d'une tablette qui n'était pas sécurisée. Là, ce qu'on voit là, c'est le mot de passe, alors qui est caché, hein. C'est le mot de passe du compte PayPal d'un client. Parce que sur le e-commerce, on paye sur PayPal. Tout le monde a confiance dans PayPal, c'est logique, il n'y a pas de souci. Par contre, là, on voit le mot de passe. Non, c'est plus logique. Payer sur PayPal en magasin ne devient plus du tout. Donc en fait, on a bien deux mondes. Il y a le monde du e-commerce, le monde du digital commerce. Les codes sont complètement différents. Et effectivement, la bonne manière de faire, c'est d'avoir un pilote dans l'avion et qu'on le forme, en fait. Tout simplement qu'on le forme au digital. Voilà donc un des secrets de la recette, en tout cas de la réussite de ceux qui font du digital avec succès aujourd'hui. Alors là, justement, Maxence, on se trouve ici dans la boutique Grancel, qui, comme je le disais tout à l'heure, est pleinement justement dans le digital. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous le démontrer? Oui, avec grand plaisir, parce que j'ai eu un vrai coup de cœur en visitant par hasard cette boutique. J'ai eu un vrai coup de cœur pour une autre raison, c'est que il existe une énorme injustice dans le commerce physique, qui n'existe d'ailleurs pas dans le commerce en ligne. C'est que les produits, ils racontent tous une belle histoire. En tout cas, ici, chez Grancel, ils racontent une histoire qui est extraordinaire. Et cette histoire-là, quand on la connaît, on la trouve extraordinaire, on l'achète, on l'adore, et elle améliore la valeur perçue des produits. Mais comment faire en magasin pour la raconter ?
quand il y a, par exemple, une tablette de chocolat qu'on va la retrouver en grande distribution, parce qu'ici on est dans le magasin, il y a des conseillers qui peuvent nous parler, nous raconter cette histoire, mais comment faire quand je suis dans un grand magasin, que le produit est posé dans un rayon et que la seule chose qu'il a pour raconter son histoire, c'est un petit bout de carton. Et ça, c'est une question qui m'a longtemps obsédé. Parce qu'au final, quand on vend des produits, la raison pour laquelle on l'achète, c'est avant tout l'histoire que ça raconte, le storytelling. Il faut savoir que notre cerveau, il est majoritairement, nos décisions sont majoritairement orientées par nos émotions et nos expériences vécues. En fait, on a beau croire qu'on est des êtres rationnels, c'est malheureusement faux, hein. On est des êtres avant tout émotionnels avec de temps en temps un petit peu de rationnel. Mais on est majoritairement piloté par notre vécu, nos expériences et nos émotions. Et c'est pareil quand on achète quelque chose. Pourquoi on achète du chocolat? C'est pas pour se nourrir. C'est parce qu'on aime le chocolat, c'est du plaisir qu'on achète. Et pourquoi on achète du chocolat qui a été fait dans une histoire comme celle-ci ici, qui est proche des valeurs écologiques et qui se soucie de la durabilité et de notre planète? C'est parce que c'est en accord avec ses propres valeurs et parce qu'on aime cette histoire-là. Et donc c'est une histoire à laquelle je me suis énormément intéressé parce que beaucoup ont essayé de raconter cette histoire, par exemple, au travers de QR codes. Alors on va en voir un petit exemple ici chez Decathlon. Alors là c'est des sacs de frappe, des sacs de boxe. Et puis en plus, difficulté supplémentaire, ils ne sont pas physiquement présents, les sacs de boxe, parce qu'on manque de place. On en a un qui est exposé, mais il y en a 8 ou 9 qui sont exposés. Et donc on a des QR codes. Alors le QR code ici, regardez, je vais le scanner. Et pendant que je le scanne, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais attendre. Pourquoi je vais attendre? Parce qu'en fait, on est dans un magasin qui est en sous-sol, et malgré le fait que je sois en 4G, le magasin ne capte pas, il capte mal. Et donc, souvent, on pense que la meilleure manière de raconter les histoires, bien sûr, ça pourrait être le vendeur. Alors, le vendeur ne sait pas fabriquer d'images avec sa bouche. Ça restera toujours meilleur qu'une machine pour raconter des histoires, mais dans le cerveau humain, 95% de notre cerveau fonctionne de manière visuelle. Et donc l'auditif, c'est entre 5 et 10%. Et donc si on montre des photos et des images, ça nous aide. Et c'est ça que j'ai bien aimé effectivement ici chez Grain de Sail, c'est qu'on cette histoire-là, on va la raconter au travers d'une histoire. Je reviens juste sur les QR codes. On a fait une expérimentation dans un magasin parce que personne compte sur les QR codes. Enfin, si, en général, c'est très faible. Les QR codes d'information produits sont très peu scannés en magasin. Ici, par exemple, sur 6000 personnes qui sont passées devant ce dispositif, il y en a 1000 qui se sont arrêtés, ce qu'on appelle un prospect chaud. Il y en a sur les 1000 qui se sont arrêtés. Alors, c'est facile, un client qui s'arrête 15 secondes est un prospect chaud. Je parle des clients qui se sont vraiment arrêtés 15 secondes. Il y en a 0 qui ont flashé le QR code. Il y en a à peu près 30% qui ont cliqué sur le bouton. Donc, le moyen de raconter une histoire, en fait, est aussi un enjeu du Figital. Comment je fais pour raconter une histoire et comment je vais pouvoir aider le vendeur à lui donner la bonne arme pour jouer sur 95% du cerveau humain de la personne qu'il a en face de lui. Et donc, revenons chez Grain de Sail. Et la raison pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur ici, est-ce que je peux me permettre de raconter un tout petit peu cette histoire? Parce qu'au final, c'est effectivement, j'ai découvert ici, mais il faut savoir que Grain de Sail, c'est du chocolat, mais c'est pas que du chocolat. C'est des gens qui sont extrêmement attachés à la planète. Ils ont construit un bateau voilier cargo pour aller chercher les graines de cacao. Et cette histoire-là, ils ont eu envie de la raconter. Et ils l'ont fait avec un dispositif que j'ai beaucoup aimé et que je vous propose d'aller voir sur place. Parce que, à contrario de ce qu'on peut trouver dans une grande surface, ici, il y a quelque chose de différent qui m'a frappé, qui m'a marqué, et qui est d'ailleurs inspiré des techniques de muséographie. Alors, donc, je vous propose tout simplement d'aller voir. Je vais te laisser retrouver Stéphane Gaillard, qui est directeur marketing donc, chez Grain de Sail, et on se retrouve après. Eh bien super, allons-y. Salut Stéphane. Salut, merci Maxence d'être venu. Eh ben, en tout cas, je suis vraiment ravi que de pouvoir y faire cette présentation ici et de pouvoir montrer ce dispositif. Parce que comme je dis, j'ai eu un vrai coup de cœur. On a en fait ici un écran avec un système de boutons. Et c'est une technique qui est inspirée de la muséographie. Vous savez, dans les musées, il y a des œuvres d'art
qui valent parfois plusieurs dizaines de millions d'euros. Elles sont enfermées dans des vitres, on ne peut pas les toucher. Il y a même parfois des pièces, on ne peut pas les retourner, on ne peut montrer qu'une seule face. Et donc en fait, dans les musées, on va utiliser des tablettes pour montrer toutes les faces de la pièce, pour montrer tous les petits points du tableau, parce que ça va apporter une histoire. Il y a même les audioguides en fait, qui vont permettre de raconter ce qui ne suffit pas de voir avec ses propres yeux. Et là c'est pareil, cette tablette de chocolat raconte une histoire qu'on ne peut pas voir avec ses propres yeux, juste en regardant cette tablette de chocolat. Et ici, par exemple, si je clique sur le bouton numéro 3, eh ben, je vais choisir qu'on me raconte l'histoire du monocoque en aluminium. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. D'ailleurs c'est très utilisé, hein. Je pense, Stéphane, tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Donc, comme tu disais, l'histoire de Grand Sail est riche et elle nécessite la vidéo et l'image pour vraiment la comprendre pleinement. Donc cet outil-là est une manière de matérialiser en fait le navire notamment et d'embarquer figurativement les personnes avec nous. On utilise le packaging pour communiquer une partie de l'histoire, mais tout justement, tu le disais, la limite du physique, c'est qu'on ne peut pas aller aussi loin qu'on aimerait. Et donc quand les personnes viennent ici en boutique chez nous, on a souhaité créer un outil pour raconter cette superbe aventure et justement celle du navire. Et donc on a cet outil-là avec un écran qui est très simple, avec des outils, des boutons pour cliquer qui sont aussi très intuitifs et très simples, qui permettent de très rapidement, en quelques images, avec quelques animations relativement simples en plus, mais très bien conçues, de fournir des informations sur la partie technique du navire, sur la conception en elle-même, sur la partie chargement, comment le navire fonctionne réellement et toute la vie à bord du navire. Donc c'est vrai qu'on a souhaité là aussi embarquer les gens à travers cet outil-là qui, en plus de, quand les personnes sont ici en boutique, de la relation qu'ils peuvent avoir avec nos vendeurs, va évidemment apporter une amplitude et une profondeur sur l'histoire complète. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on ne vient pas retirer le métier du vendeur. Au contraire, souvent c'est une des peurs du Figital, c'est on va remplacer les vendeurs. D'ailleurs, il y a même certains commerçants qui à l'origine mettent des bornes parce qu'ils pensent que les gens vont acheter tout seuls en libre service et que ça va remplacer le métier du vendeur. Et les vendeurs aussi, du coup, pensent ça. J'ai même d'ailleurs quelques anecdotes où j'entendais des enseignes qui racontaient que suite à la mise en place de bornes interactives en magasin, les vendeurs allaient couper les câbles électriques parce qu'ils avaient peur de ça. Ici, on voit bien que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Non, c'est justement. Alors, dans l'autre boutique que l'on a, on utilise un écran avec de l'image qui est diffusée en continu, avec des épisodes en fait des aventures maritimes avec la traversée, où on montre le navire en action. Et ici, on a voulu montrer les choses différemment à travers justement un outil plus interactif qui vient tout à fait compléter justement le rapport de clientèle avec le service de vente qui est effectué par nos vendeurs ici en magasin. En tout cas, bravo, parce que du coup, c'est une expérience, depuis que je l'ai découverte, énormément de personnes m'en ont reparlé. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a eu un afflux de gens qui sont venus ici. C'est d'ailleurs des Bretons qui m'en ont parlé à la base, dans une école pas très loin. Donc tu vois, comme quoi ça a vraiment marqué en tout cas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une partie ici à la boutique qui est ouverte au grand public et c'est aussi une forme de teasing puisque derrière on a des portiques avec une partie qui est payante vers vraiment, tu parlais de muséographie, vers un parcours de visite qui permet de découvrir non seulement l'aventure Grand Sail et l'histoire et l'origine et les personnes qui sont derrière l'aventure, mais également toute l'origine historique et géographique du cacao. Et ensuite l'émergence d'une industrie et les techniques de fabrication avec même un parcours qui permet de voir la fabrication en tant que telle, notre atelier de production. Donc c'est vrai que cet outil-là est aussi une forme de teasing pour dire regardez ce qu'on peut faire ici dans la partie entre guillemets gratuite, accessible à tous. Imaginez ce qu'il y a derrière et ça vaut vraiment le coup en fait de payer et de participer et en plus on donne la possibilité aux gens de
fabriquer leur propre tablette avec un de nos animateurs. Donc on essaye d'utiliser différents, tu parlais de nudge, différents nudges, que ce soit là avec un outil comme celui-ci, à travers de la scénographie, avec un parcours de visite qui est bien conçu, à travers de l'expérientiel où on va réellement pouvoir mettre la main à la pâte. Donc oui, on utilise évidemment les différents outils et aujourd'hui on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent nous rendre visite chaque année. Bon, okay. Merci. Alors messieurs, je vous rejoins puisque effectivement le sujet passionne et du coup il y a quelques questions qui vont surtout s'adresser, je pense, à Maxence. On a une question de Thomas qui dit la question digitale se pose aussi dans le secteur des services, notamment du domaine des banques et de l'assurance, où on a de plus en plus tendance à fermer les agences. Et est-ce que, Maxence, tu as un retour d'expérience sur justement ce secteur des services, banques et assurances? Alors sur le secteur des services, le domaine du voyage par exemple. Le domaine du voyage, il y a des agences qui se sont mis effectivement au Figital, dont une, je pense, du côté de Lyon, où effectivement il y a un écran géant. Et cet écran géant diffuse des images des différents voyages que l'agence propose. Mais c'est des images qui sont choisies par le conseiller. C'est-à-dire que si je viens en tant que client et que je souhaite aller voir le lac Tanganyika en Afrique, eh ben, le conseiller, s'il a ça en stock, il va me montrer des photos et il va m'emmener, il va me faire rêver. Et c'est là où il y a une énorme différence entre je suis chez moi sur mon téléphone ou mon ordinateur à regarder des photos et je suis dans une agence avec quelqu'un qui me montre. Il m'aide en fait. Et il y a un côté, je me laisse guider en fait. Il y a un côté, je me laisse guider par quelqu'un en fait qui il va m'écouter, il va écouter mes questions, il va aller piocher dans ses connaissances parce que c'est son expertise et il va me montrer tout de suite des photos en me disant regardez, l'hôtel est comme ça, regardez les chambres, il y a la piscine, là vous pouvez faire telle excursion, vous pouvez faire de la plongée avec les poissons, etc. Et là en fait on voyage complètement et c'est une expérience qui est très différente. Donc du coup, dans les services, bien sûr, alors le Figital par contre ne s'applique pas à tous les métiers. L'alimentaire, par exemple, restera toujours un métier où on a besoin d'avoir du stock parce qu'on vient chercher un produit dont on a besoin tout de suite. Par contre, il y a énormément de produits où on n'a pas besoin en fait, de l'avoir tout de suite. Globalement, tout ce qui se vend sur Internet. Ça veut dire que tous les retailers où le Figital n'est pas adapté à tous les retailers en fait. Oui, absolument. L'alimentaire, par exemple, j'ai vu un jour une enseigne que je ne citerai pas d'alimentaire, de GSA, qui a ouvert un magasin dans Paris très digitalisé, un flagship store, etc., comme on en voit beaucoup depuis 15 ans, il faut vraiment s'en méfier. Il y avait un rayon dans ce magasin, il y avait 5 écrans géants. Il faut savoir que des écrans géants tactiles, ça coûte entre 10 et 15 000 euros pièce. Il y en avait 5, donc presque 100 000 euros d'investissement. Vous savez ce qu'ils vendaient sur ces écrans? La crème fraîche. Voilà, donc là, il faut se méfier un petit peu. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Déjà, personnellement, on ne va pas acheter sa crème fraîche sur des écrans. Mais surtout, après, il y a des questions aussi de rentabilité et de modèle économique. Il ne faut pas se tromper de combat ou il ne faut pas se tromper de métier. Donc non, ce n'est pas applicable à tout. Par contre, tout ce qui est encombrant, volumineux, les stocks à rotation lente, les produits à forte histoire, qui ont une valeur perçue qui est ce qu'on appelle une dissonance émotionnelle, c'est-à-dire je vois un sac à main, qu'est-ce qu'il raconte comme histoire? Pourquoi il est différent d'un autre? Peut-être parce que derrière, il était fabriqué par des artisans en Bretagne, justement. Et ça, cette histoire-là, elle vaut le coup d'être racontée. Peut-être qu'il a été fabriqué avec des voiles de bateau, comme d'ailleurs on le voit dans ce magasin. Ces marques-là racontent des belles histoires. Et est-ce que justement, toujours dans le domaine du commerce, est-ce que c'est adapté à davantage, par exemple, le centre-ville, où justement les mètres carrés sont difficiles soit à obtenir, soit très chers? Est-ce que le Figital, justement, est peut-être plus adapté à des centres-villes que sur des périphéries, commerce de périphérie Le Figital, jusqu'à présent, personnellement, je le vois partout. Puisque je l'ai aussi bien vu sur des très grands magasins que sur des petits centres commerciaux, des zones de 75 mètres carrés dans les centres commerciaux, que dans un centre-ville, que sur des corners, on appelle des shop-in-shop. Donc c'est un petit corner à l'intérieur d'un grand magasin. Je le vois partout, je l'ai même vu dans des salles de sport, dans une salle d'escalade par exemple. C'est hyper pertinent. Si moi je vends du matériel d'escalade, mes clients où se trouvent-ils? Dans des salles d'escalade. Donc c'est pertinent d'aller dans les salles d'escalade. Donc, partout où en fait on est contraint par les mètres carrés, le Figital a sa place en fait.
Et c'est non seulement il a sa place, mais c'est aujourd'hui ce qu'on appelle une demande latente. Les clients, si vous leur demandez ce qu'ils veulent, ils vous diront pas je veux du Figital, absolument pas. Ils viennent pas en magasin pour ça. Par contre, s'ils vous demandent quelque chose, ou qu'ils viennent dans un magasin parce qu'ils pensent trouver quelque chose et qu'ils ne le trouvent pas, déjà, ils ne vous le diront pas, ils n'en ont pas conscience, mais le cerveau inconscient, le cerveau automatique, lui, il l'aura très bien retenu, il va générer sa petite nociceptine, et la prochaine fois, il ira de moins en moins. Et vous pouvez prendre même les plus récalcitrants Amazon, ceux qui ne veulent vraiment pas acheter sur Amazon, trouvez-en un, et vous lui demandez si au moins une fois dans sa vie, il a acheté quelque chose sur Amazon. La plupart du temps, vous lui demandez pourquoi il l'a acheté. La plupart du temps, il va vous répondre parce que j'ai fait 7 magasins et j'ai pas trouvé ailleurs. Voilà. Alors, d'autres questions arrivent. On a notamment une question sur la typologie de la clientèle qui attire le Figital. Est-ce qu'on a une typologie précise ? Non, aucune. De la même manière qu'il y a des distributeurs automatiques de billets qui sont utilisés aussi bien par des jeunes que des personnes seniors et âgées, le Figital, en fait, on a une espèce de croyance comme quoi c'est pour la génération Z, la génération X, mais absolument pas. Ici, ce genre de dispositif, en fait, il n'y a qu'à cliquer sur les boutons. C'est ce que j'allais dire. Chez nous, clairement, c'est aussi bien les enfants que les adultes, que les grands-parents qui vont naturellement en fait, être tentés d'aller appuyer sur le bouton, peut-être par intention parce qu'ils ont envie d'en savoir plus, ou alors par curiosité. Et dans tous les cas, ils vont en apprendre plus. Donc il n'y a pas d'âge. Je suis tout à fait d'accord. Exactement, il n'y a pas d'âge. Et pourtant, c'est une vraie croyance. Il y a une vraie croyance. C'est utilisé que par les jeunes. Et effectivement, non, dans les faits, ce n'est pas le cas. Et il suffit d'installer des outils de mesure en magasin, de comptage ou d'analyse, ou des caméras d'analyse comportementale. Alors, il y a des autorisations pour pouvoir faire ça, mais simplement aller en magasin et observer, faire une analyse comportementale, vous allez voir qu'en fait, il y a tout type d'âge, tout type de tranche d'âge qui utilise ça. D'accord. Alors Stéphane, l'aventure Grain de Sel plaît, et du coup, il y a une question sur la manière avec laquelle vous vous êtes fait accompagner pour développer justement la boutique et le Figital dans la boutique. Oui, alors c'est vraiment une très bonne question puisque c'est la même agence qui nous a aidés aussi bien pour la conception du magasin que pour toute la partie en fait de parcours de visite. Et donc on a vraiment imaginé les choses comme du storytelling en physique à travers une création avec des chapitres qu'on raconte vraiment une histoire. Et donc ici, on est soit sur une sorte de préambule, soit sur une petite annexe à la fin de l'histoire quand on a fait le parcours. Donc soit c'est pour du teasing, soit c'est en complément de ce que l'on aura déjà vu. Et donc ça a vraiment été conçu depuis le début. Et l'agence qui nous a aidés est une agence rennaise qui s'appelle Saga, S-A-G-A, et on en parle avec fierté parce qu'ils ont fait vraiment un travail exceptionnel. Et on a souhaité, avec eux, justement utiliser les différents sens. Donc on a aussi bien du textuel que de l'image, on a de l'auditif, on a même de l'olfactif, puisqu'on a un couloir de senteur où on va tester à l'aveugle sa capacité de reconnaître des odeurs d'inclusion que l'on va retrouver communément dans le chocolat. Donc c'est vrai qu'il est important aussi, quand on parle de Figital, je pense que c'est aussi cette convergence de différents médiums. Et donc on va utiliser aussi bien le tactile, le visuel, l'auditif ou l'interactif lorsqu'on est en train de parler avec quelqu'un. Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure, la réalité un peu augmentée, c'est tout à fait ça pour nous. Et voilà, alors c'est un long travail qui a été effectué. La conception était ardueuse pour bien réussir à retranscrire en fait une histoire aussi pleine que celle de Grain de Sel. Et je pense qu'on a clairement réussi grâce notamment à leur expertise. Et du coup, est-ce que ça vous permet aussi d'imaginer d'autres parcours de visite par la suite Alors, effectivement, on a d'une part un projet de construction à Dunkerque qui va être conçu un petit peu sur les mêmes bases. Donc, on va encore, je pense, améliorer puisque maintenant on a un peu d'expérience et même si on a très bien fait les choses, il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, bien sûr. Et on effectue aussi durant l'été une tournée estivale avec le voilier cargo où on passe par plusieurs ports, ce qui nous permet de faire en gros des portes ouvertes et accueillir des gens à bord. Et on a cette année incorporé dans la cale du navire un écran vidéo pour justement montrer ce que l'on fait. On a incorporé des choses que l'on retrouve communément dans les magasins, dans les grandes surfaces avec les présentoirs de nos produits, etc. Donc là aussi, on essaye un petit peu de marier les mondes et de réussir à raconter l'ensemble de l'histoire. Ouais, formidable.
Et pour Maxence, du coup, quelles peuvent être les applications aussi du Figital en B2B? Est-ce que ça peut se transposer au B2B? Alors, dès qu'il y a quelque chose à vendre et que le monde physique peut être un apport d'acquisition de trafic qualifié, oui, bien sûr, hein. Il y a d'ailleurs déjà des entreprises dans le monde du B2B qui y sont passées, hein, je pense à Rexel, si je ne me trompe pas, ils font du B2B et ils ont effectivement ce type d'écran. LDLC qui fait du particulier fait aussi du B2B. Ils ont 90 agences, ou entre 70 et 90 agences en France. Donc oui, c'est absolument appliqué. C'est même d'une certaine manière encore plus appliqué parce qu'un client B2B est encore plus exigeant. Il vient, il ne veut pas perdre son temps. Partout où on a d'ailleurs de la vente sur catalogue, ça s'applique, oui, bien sûr. Très bien, mais je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vais passer la parole à Nathalie Lavirotte qui va justement introduire les intervenants suivants.